Bonsoir. Bonsoir. Alors donc Idrissa, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour s'intéresser un peu à votre parcours. Pourquoi? Parce que c'est pas commun de voir des franco-africains tout court faire leurs humanités en France, faire des études en France, avec toutes les opportunités qu'on peut trouver en France ou ailleurs dans les pays européens, retourner vers l'Afrique. Mais avant de s'intéresser à tout ça, qui est Idrissa Djabira? Ça c'est long à dire et puis c'est court. Idrissa Djabira, souvent on me pose la question d'où je viens. Et j'aime à répondre, je viens de Drancy. Drancy, c'est dans le 93, en banlieue parisienne. Tout à fait. Et souvent les gens ouvrent grand leurs yeux lorsque je leur dis dans la commune de Soninké, je viens de Drancy. Parce qu'au départ, ils essayent de chercher Drancy dans le Guilimara, dans le Gadjaga, dans le Diafoulou ou ailleurs, et ils ne le trouvent pas. Et voilà, moi je suis né à Drancy, j'y ai grandi. Mes parents sont originaires du village de Diaguili, qui est dans le Guilimara en Mauritanie. Mes grands-parents sont originaires de Waoundé, puisque ma arrière-grand-mère c'est Djinoussa Diosibi, ou mon autre arrière-grand-mère vient de l'Obali. J'ai d'autres arrière-grands-parents qui viennent aussi du Diafoulou, etc. Et donc quand moi je me présente, j'aime à répondre aux gens à partir de quelle génération vous voulez que je m'arrête. Si c'est la mienne, je m'arrêterai ici, je suis né en France, je suis français. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Si c'est plus, je remonte jusqu'à l'empire du Ghana et j'ai dit je viens de l'empire du Ouagadougou, qui était dans toute la sous-région. Ça c'est un peu plus tard, un peu plus tôt. Voilà, donc en gros c'est ça Idrissa Djabira. Voilà, j'espère que les gens ont compris qui est Idrissa. Alors Idrissa, vous avez dit tantôt que vous êtes de Drancy dans la banlieue parisienne, dans le 9-3 même, 93. Le coin réputé de l'Île-de-France. Des fois les gens ne regardent pas avec un air bizarre un mec du 93, quelqu'un qui a grandi dans le 93, qui a réussi à faire ce parcours universitaire ou même dans les classes préparatoires. Est-ce que souvent les gens regardent avec un certain air de dedans, mais comment il a fait ce mec? Oui, les gens sont étonnés parce qu'effectivement le parcours des jeunes issus de l'immigration, je ne suis pas un exemple type de ce parcours-là. La Seine-Saint-Denis en particulier, la Drancy ne sont pas forcément les lieux les plus réputés pour ensuite faire des grandes études, etc. Et donc, effectivement, ça peut étonner. Mais ces cas-là, ils existent. Au sein de ma propre famille, je pense que ça a été un moteur. Mes parents n'ont pas forcément étudié longtemps, mais mon père a fait le CEA, ma mère n'a pas étudié. Ce sont des ouvriers, c'était des paysans avant, mais ils ont toujours eu la volonté de nous apprendre deux choses. Comme je dis souvent, notre culture et la religion, les deux pieds sur lesquels on marche. Et je pense que grâce à Dieu, on a pu suivre un chemin, comment dire, honorable, si je puis dire comme ça, parce que je crois qu'on est resté très fortement attaché à ces deux valeurs. Tout à fait. Quel a été ce parcours dans les études? Bon, moi, j'ai fait une terminale C au lycée, à Eugène Delacroix. Ensuite, j'ai fait des classes préparatoires au Rincy et à Orsay. J'ai fait un magistère de physique fondamentale. À Orsay, je l'ai terminé aux États-Unis, à Stanford, dans la récupération du pétrole. Tout à fait, toujours dans la physique. Dans la physique, dans les champs, voilà, physique, un peu géologie vers la fin. Ensuite, je suis revenu et j'ai travaillé chez une grosse boîte d'ingénierie informatique qui s'appelle Atos Origine. D'accord. Atos maintenant. Dans l'ingénierie informatique, la mise en place de systèmes d'information. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas, entre guillemets, à comprendre ce que je voulais, parce que je souhaitais comprendre comment fonctionnaient les organisations. Et la mise en place de solutions informatiques, c'est pas un tout,
c'est pas une fin en soi. Parce qu'on peut avoir la technique, on peut ne pas avoir la possibilité d'implémenter cette technique comme il convient. Parce que c'est des questions humaines, c'est des questions d'organisation, c'est des questions de pouvoir, c'est des questions diverses qui viennent traverser une organisation. Donc j'ai fait également un DEA en sciences des organisations à Dauphine et j'ai plus poursuivi dans le conseil en organisation et système d'information. On va y arriver, comme je disais tantôt, si on s'est intéressé aujourd'hui à votre parcours, c'est qu'on s'est renseigné sur vous, c'est normal, c'est notre boulot aussi. On a vu que vous avez mis en place, peut-être avec des amis, ou peut-être seul, vous nous en direz plus, un cabinet qui s'appelle Interface Africa. Nous sommes à Paris. Paris, cette superbe capitale. Pourquoi Interface Africa sortir de ces sentiers battus pour aller vers l'Afrique et créer Interface Africa? Pourquoi? Et ça tourne autour de quoi Interface Africa? Les deux mots traduisent ma préoccupation et la préoccupation de beaucoup de jeunes, je pense. Lorsqu'on est issu de l'immigration, on a souvent joué un rôle où on a une culture multiple. On a sa culture d'origine, soninké, on a grandi, on est né souvent dans une culture qui n'est pas forcément celle de nos parents, la culture française, la culture parisienne, la culture de la banlieue. On a des identités que j'appelle multiples, parce qu'on est aussi noir, on est ceci, on est cela. Et donc, la notion d'interface, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire du lien avec tout ça, où qu'on soit. Je pense que chacun de nous essaye de relever ce défi. Et moi, mon parcours, qu'il soit dans les sciences dures ou dans les sciences humaines, il a été guidé par le fait de pouvoir me dire comment est-ce que je peux apporter une valeur ajoutée dans des choses qui m'intéressent, et en l'occurrence l'Afrique et son développement. Les sciences dures, parce que j'ai la conviction, c'est Charanta Diop qui le disait, qu'il faut maîtriser la technique, il faut maîtriser les sciences, et l'économie, c'est souvent des économies de la production, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les sciences du savoir aujourd'hui, et donc pouvoir avoir la maîtrise de ces sciences dites exactes, pour moi c'était important, parce que c'était une possibilité de faire en sorte de répondre aux besoins essentiels que l'on ne trouve pas forcément quand on va au village, par exemple, l'électricité, l'eau, les aménagements, la téléphonie, etc. Et je trouvais la réponse là-dessus. Et l'autre domaine, les sciences humaines, c'était on a dans le monde pourtant la maîtrise de toutes ces techniques, mais on n'arrive pas forcément à les implémenter en Afrique où le développement n'arrive pas à se faire comme il se doit. Alors, Interface Africa, c'est le fruit de mon parcours, de mon identité, de mon histoire et la manière dont je me vois être en lien avec l'extérieur et l'Afrique, parce que c'est mon continent d'origine, c'est ma passion et c'est là où j'ai envie et où j'ai décidé aussi de pouvoir apporter la pierre à l'édifice. J'imagine que l'aventure n'a pas été qu'avec Idrissa Diabira, il y a peut-être d'autres jeunes qui ont participé à mettre sur pied cette structure. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des personnes qui vous ont accompagné dans cette aventure? Ces personnes, elles ont, je pense, le même rêve, le même idéal que moi. Elles sont au départ originaires de l'Afrique de l'Ouest, de Mauritanie, du Mali, du Sénégal, de Guinée ou des Caraïbes, ou même certains ou certaines nous ont accompagnés viennent du Maghreb, ou d'autres n'ont pas d'origine africaine. Mais ils s'estiment devoir ou pouvoir apporter une valeur ajoutée dans ce que doit devenir le continent. Et ils ont un souci au travail, ils ont une volonté d'apporter ça. Et donc le cabinet fondé en 2009 à Bamako, à l'issue de mon expérience au ministère des Affaires étrangères français, puisque j'étais en poste au Mali, à Caille, pendant 3 ans, en tant que coopérant, en tant que Français. Je représentais la coopération et j'ai passé 3 ans à Caille dans la mise en œuvre de politiques publiques, dans des projets de co-développement, dans
la coordination de la coopération décentralisée, puisque la région de CAI est une région avec énormément de coopération décentralisée avec la France, etc. Et donc cette expérience de coopération et la fin de cette expérience de coopération m'a incité à me dire que dans le privé, on pouvait aussi apporter des réponses pour que notamment nos dirigeants puissent avoir une orientation qui soit une orientation plus claire sur les pistes du développement. Et donc c'est dans ce cadre-là que un ami, un associé à moi ont décidé de fonder Interface, un cabinet d'intelligence économique dont l'objectif c'est de donner une ligne directrice et d'aider à mettre en œuvre les projets. L'Afrique elle est étudiée sous toutes les coutures. D'une certaine manière, on sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, il faut essayer de hiérarchiser, de ramener un peu tout ce qu'il y a à faire et puis de le mettre en œuvre, mobiliser les fonds pour le faire, mobiliser l'ingénierie technique, financière, sociale pour pouvoir mettre en œuvre les... Et comme disent les Américains, est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas de business angel derrière cette structure? Est-ce qu'il n'y a pas de grosses comptes qui vous ont donné les voies, les clés des Africains, peut-être qui sont impliqués en politique, par exemple? Pas du tout. Je pense que notre parcours, notre expertise, nos idéaux nous amènent, nous, à pouvoir se prendre en main, à se dire qu'il y a des cabinets qui existent au niveau africain, au niveau européen, au niveau mondial. C'est Morgan Stanley, c'est Deloitte, c'est d'autres. Nous, mes associés, Céline Info a fait l'université de Chicago, il a été trader au Canada, il a fait l'université de Québec, l'UQAM, un autre ancien associé du DUCA a fait les ponts et chaussées, un autre est spécialisé, il a fait l'UNEJ, il a fait Newcastle, il a fait Berkeley. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de quelqu'un d'autre pour avoir une quelconque entrée. Et je pense que si ensuite ce qu'on a fait, ça intéresse bien évidemment d'autres personnes. Ils se disent, ils ont un parcours, ils ont une démarche, on a un regard sur l'Afrique qui n'est pas le même que peut-être d'autres personnes, et on essaie de le faire partager, on a des idées, on a des convictions, on a pu voir ce qui se faisait dans le continent, en Inde, aux États-Unis, ailleurs, et on essaie de pouvoir apporter cette valeur ajoutée dans notre continent. Alors, l'aventure a commencé à Bamako, mais quelques années plus tard, on a vu que vous êtes un peu accaparé toute la sous-région, voire en Mauritanie, au Sénégal et d'autres pays d'Afrique. On est accaparé, c'est un grand mot, j'aimerais bien que ce soit... Oui, quand je me renseigne sur l'interface Africa, je vois que vous avez des connexions au sein du gouvernement sénégalais, des connexions au sein de la Mauritanie, un peu partout dans la sous-région. Alors, comment vous avez réussi à faire ce maillage en Afrique? Déjà, c'est notre ouverture sur ces différents pays, c'est comme je disais, nos identités multiples, ça participe, et c'est le fait d'apporter, je pense, des choses qu'on n'a pas trouvées ailleurs, c'est-à-dire avoir des franco-africains susceptibles d'apporter de la valeur ajoutée en lien avec les acteurs locaux. Je pense que c'est une de nos valeurs ajoutées. Et l'Afrique, c'est 54 pays. Cumulé, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, ça ne fait pas 30 millions de personnes, bien moins que la moitié de la France. Dans la zone UMOA, vous avez plus de 8 pays. Dans la zone CEDEAO, 14 pays. Donc si cette expansion, comme vous dites, le fait d'accaparer, c'est être à 3 ou 4 pays, je pense que c'est une loupe un peu grossissante. On est dans des pays, on a pu justement, parce que ce sont souvent nos pays d'origine, y être présents. C'est la base sur laquelle on espère demain ou après-demain, s'il plaît à Dieu, en fonction de ce qu'on saura poursuivre ailleurs. Mais je pense que l'Afrique, il faut la percevoir pour la plupart des pays avec des problèmes qui sont communs, pas mal de ces pays africains. Réfléchir par exemple à la mise en place de fonds de private equity, c'est une problématique qui touche la plupart de ces pays africains. C'est une problématique dans laquelle, lorsque vous avez des associés qui ont
fait cette activité ailleurs en Europe qui est très développée dans différentes banques, une problématique dont ont besoin la plupart de ces États. Et donc, de pouvoir les élaborer, pouvoir le proposer, c'est quelque chose que les gens souhaitent. Le Yolu Koudé, c'est la route vers l'émergence, si je traduis bien. Il se dit que Interface Africa est un peu la cheville ouvrière de ce programme. Est-ce vrai? Et comment est-ce que vous avez réussi à déjà avoir des connexions avec celui qui est aujourd'hui le président du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, et jusqu'à lui concocter un programme qui a fait qu'il est arrivé au pouvoir? Parlez-nous un peu des coulisses, si c'est possible, bien sûr. Il n'y a rien de secret là-dedans. Le fait d'être dans la sous-région, déjà, ça permet de rencontrer des responsables. Je vous ai indiqué la genèse du cabinet. Une genèse qui consiste à aider à donner des axes, à donner une ligne, à donner une orientation stratégique à des dirigeants et aux pays africains. Et en l'occurrence, avec à l'époque le candidat Macky Sall, ce dernier s'est trouvé intéressé par nos idées, par nos démarches, par nos expériences. Parce que justement, notre cabinet, sa composition, ses acteurs étaient suffisamment différents pour réfléchir à, pour nous, comment est-ce que le développement en Afrique de l'Ouest en particulier, en Afrique de l'Ouest en général, au Sénégal en particulier, pouvait se mettre en place. Et donc, ces discussions, l'approfondissement de ces discussions a amené à prendre une décision, lui, qui est courageuse, qui n'est pas simplement d'appeler des gens d'extérieur, mais d'appeler justement des jeunes franco-africains et leur dire vos idées m'intéressent, j'ai les miennes, comment est-ce que vous pouvez m'aider à élaborer mon programme pour faire en sorte que le Sénégal puisse sortir de la situation dans laquelle il est, à savoir une situation de pauvreté endémique, une situation où les inégalités sont fortes, une situation où l'instabilité politique était présente, pour appuyer l'élaboration d'un programme. C'est le défi auquel qui nous a été proposé, on l'a relevé, parce que je pense qu'on a une palette de compétences qui nous permettent de réfléchir à justement, quels ont été les points forts vraiment de ce programme qui a fait que ce programme a séduit? Déjà, je crois, c'est de cibler la question essentielle du Sénégal. Et son nom l'indique bien. Comment est-ce qu'on peut conduire le Sénégal vers un développement intégral, un développement, comme disait, intégrateur. Le Yokouté en Wolof, ça traduit ça. En Soninké, on dirait Réli, parce que c'est ça, c'est le bien-être. Et donc, c'est déjà de cibler la préoccupation essentielle des populations, c'est le développement. Et je pense qu'à l'époque, si on revient un peu sur la période qui précédait les élections, peu d'hommes politiques avaient peut-être ciblé sur le cœur des problèmes des Sénégalais. D'autres choses étaient importées peut-être, effectivement. Il y avait eu le 23 juin 2011, il y avait une instabilité qui était importante. Certains sont restés focalisés dessus. Sur la politique pure et dure. La démarche du président, c'est de se dire, bon, comment est-ce qu'on apporte des problèmes de fond à ce qu'il y ait une instabilité, même si elle est politique, même si elle fait l'actualité, comment est-ce qu'on apporte les problèmes de fond? Et donc c'est de cibler le cœur de la problématique du Sénégal, c'est d'être dans un pays qui malgré tout ne se développe pas fondamentalement, a une croissance mais ne se développe pas. C'est d'être dans un pays où les inégalités demeurent extrêmement importantes. Entre 2000 et 2011-2012, les inégalités ont cru pour différentes raisons. Il y a eu la crise des denrées de première nécessité, l'augmentation des hydrocarbures au niveau international, etc. etc. Donc, je crois que le point fort, c'est de s'articuler avec l'expérience d'un homme, celui qui l'a porté, parce qu'il a 12 ans d'expérience, il connaît le fond du Sénégal, et de toucher le cœur des problèmes
des Sénégalais, à savoir comment est-ce qu'on répond aux problèmes de fond, qui sont les problèmes de développement. En toute franchise, aujourd'hui, Idrissa, si vous devez vraiment jauger l'apport du Yoni Écouté au niveau de la population sénégalaise, qu'est-ce que ça a réellement changé dans le quotidien du Sénégalais? Alors, en toute franchise, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a plusieurs choses qu'on pourrait citer. Mais l'une des choses peut-être les plus révolutionnaires, qui sont les plus frappantes, c'est notamment la bourse de sécurité familiale. La bourse de sécurité familiale, c'est quoi? C'est, comme je le disais, un transfert conditionnel. C'est la possibilité et c'est la prise en compte des plus pauvres, des pauvres au Sénégal qui ont été identifiés pour faire en sorte que 100 000 francs CFA leur soient remis, 4 fois 25 000, et ceux qui sont dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté au Sénégal, il faut bien comprendre que c'est des personnes qui, dans toute une année, n'arrivent pas à avoir comme argent monétaire 100 000 ou 150 000 francs CFA. Donc 100 000 francs CFA, ça correspond à ce que les plus pauvres n'arrivent pas à accéder dans toute une année. Ils ne sont pas connus, ils ne sont pas identifiés, l'État n'a jamais rien fait pour eux. Au jour d'aujourd'hui, 50 000 familles accèdent à ces bourses de sécurité familiale. D'accord. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans la plupart des pays africains, surtout au sud du Sahara. Quelque chose qui est inspiré de ce qu'a fait le président Lula au Brésil, de ce qui a été fait au Mexique, mais le faire dans un contexte comme le Sénégal, dans une situation où le Sénégal n'a pas la capacité de ces autres pays, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Et d'ici 2017, c'est 250 000 familles qui devront y avoir accès. Et ça, c'est pas des parents en l'air, c'est déjà 50 000, c'est comme 50 000 familles qui y accèdent sur l'ensemble du territoire, qui au travers des chiffres de l'ANSD ont été identifiés, qui passent par les femmes. C'est un transfert conditionnel parce que l'enjeu, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que les enfants puissent accéder à l'école et qu'ils puissent être réguliers au niveau de l'école. Ça, c'est la première chose qui est, à mon avis, une chose extrêmement importante. Parce que l'un des constats, c'était quelles sont les inégalités sociales et comment est-ce qu'on y apporte des éléments de réponse. Ça, c'est un élément de réponse qui est un élément de réponse. Le deuxième, il s'appuie sur ce qui est en train de se faire au niveau de la couverture maladie universelle. Au Sénégal, c'est 20% simplement de la population qui a accès à une couverture maladie universelle. Cette population, c'est surtout le secteur formel qui y accède. Faire en sorte d'étendre cette couverture, notamment avec la gratuité pour les enfants de 0 à 5 ans, dans les hôpitaux, c'est une mesure qui est déjà en application, qui permet à des mamans, qui permet à des familles de s'assurer que les enfants puissent accéder à ça. Ça, c'est du très concret et ça participe de faire en sorte d'accéder à résorber les couches d'inégalité. Maintenant, la question du chômage, et ça fait partie aussi des autres mesures qui ont vocation à faire en sorte de générer de l'emploi. Pourquoi d'ailleurs on est passé du Yoni Écouté au plan Sénégal émergent. Le Yoni Écouté, il traduit une vision, une aspiration et un certain nombre de mesures qui sont extrêmement fortes. Comment est-ce qu'on fait en sorte de transformer de manière structurelle aussi l'économie? C'est quand on est en responsabilité qu'on peut aussi se rendre compte des leviers qui permettent de générer beaucoup plus d'emplois. Dans le cadre du programme, les mesures de transformation structurelle de l'économie sont là. La mise en place d'un fonds de garantie pour faciliter l'accès au financement en moins d'un an. Aujourd'hui, ça fait 1 an que ça a été créé et opérationnel. Maintenant, il faut que ça monte en puissance, il faut atteindre des tailles critiques pour que ça puisse jouer avec les banques et que les gens puissent accéder plus facilement à l'emploi. Il faut aussi cibler, et ça a été fait, dans l'agriculture, dans les infrastructures, dans un certain nombre de secteurs, les domaines dans lesquels le fait de mettre en œuvre ces projets vont augmenter la possibilité de développer l'activité et l'emploi. Très récemment, vient de se lancer par exemple
le centre international de Dakar à Diamniadio dans le cadre du sommet de la francophonie, où en 11 mois, quelque chose vient d'être finalisé. C'est pas des chimères. Il y a 11 mois, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a un centre international. Tout à fait, ça fait l'actualité. Qu'est-ce que ça traduit? L'idée, c'est pas simplement d'avoir un centre pour un centre. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on développe au niveau du Sénégal une capacité, notamment en matière de tourisme d'affaires, de tourisme de grands événements, susceptibles de booster l'activité touristique. L'activité touristique n'est pas suffisamment importante. Quand il s'agit de finaliser, parce que c'est la continuité de l'État et parce que c'est des projets qui sont des bons projets, l'aéroport international Blaise Diagne, d'étendre ce qui est fait là-bas pour en faire un hub aérien, c'est aussi booster la capacité du Sénégal de faire venir des touristes, d'avoir un transport qui soit à la hauteur et de développer l'activité touristique qui génère et des rentrées financières et de l'emploi. Et donc, le défi des 500 000 emplois, c'est un défi qui demeure et qui, à mon avis, sera relevé d'ici 2017. Vous savez, je donne juste un exemple. Plus de 50% de la population au Sénégal est dans le secteur agricole. Faire en sorte au travers des aménagements hydro-agricoles, faire en sorte au travers d'un projet qui est le projet actuellement PRACAS, qui est le projet de renforcement de l'agriculture, qui est en cours au niveau du ministère de l'Agriculture. Il fait partie intégrante du programme du président. De dynamiser l'agriculture, c'est étendre aussi le temps que les gens vont passer dans les activités agricoles. C'est de l'emploi que de faire en sorte qu'au bout de que ce soit 2 ou 3 mois, les gens puissent accéder à 5, 6 voire 9 mois à terme. Et donc, lorsque vous pouvez renforcer dans des secteurs qui sont les secteurs primaires, ou dans des secteurs qui sont les secteurs de l'habitat, du tourisme, les activités pour développer l'activité économique, mécaniquement les emplois viennent. Maintenant, il y a plusieurs leviers qu'il faut activer. Il faut pouvoir mettre en œuvre les structures, les institutions qui facilitent par exemple le lien entre les acteurs bancaires et les petits artisans pour qu'ils puissent accéder à du financement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un processus qui est en cours et donc c'est une réponse de fond. Et il faut aussi mettre en œuvre un certain nombre de projets dans des secteurs qui sont des secteurs qui peuvent générer de l'emploi, générer de l'activité. J'ai parlé du tourisme, parlé de l'agriculture, je peux parler de l'habitat, etc. Excusez-moi, permettez-moi de vous tutoyer tout à l'heure concernant le nouveau centre qui a été construit à Diamniadio. Justement, c'est ce que les Sénégalais, comme moi, ont comme problème avec le programme de l'Union. Aujourd'hui, on se dit, au lieu d'aller créer ce centre, d'accord, qui a peut-être qui est viable, on ne peut pas nier, il n'y a pas d'autres secteurs prioritaires. Par exemple, construire des universités, construire dans le domaine de la recherche-développement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le Sénégal, c'est un pays qui met l'essentiel de son budget sur l'éducation et qu'aujourd'hui on voit toujours des problèmes structurels au niveau de ce domaine-là. Pourquoi ne pas avoir axé ces financements sur ce domaine-là au lieu et d'aller sur d'autres terrains, peut-être qui font, je dirais pas que c'est du folklore, mais qui n'est pas vraiment, qui ne se ressent pas dans le quotidien du Sénégalais lambda. C'est pas vrai. Tout est prioritaire. Et c'est pas vrai parce que pour pouvoir résoudre les problèmes de fond, il faut de la vision. Pour pouvoir résoudre les problèmes immédiats, il faut voir à moyen et long terme. Faute de quoi, vous êtes en sorte que vous ne résorbez que l'urgence et vous n'êtes pas en mesure de préparer l'avenir. Le Sénégal, depuis plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, son taux de croissance est 3 à 4%. Le taux de croissance du PIB. La croissance de sa démographie, c'est plus de 2,5 ou 27%.
on a très peu de croissance supplémentaire par rapport à ça. Donc ne serait-ce que ça, nous avons 25 ans pratiquement un doublement de la population. En termes d'infrastructure de base, c'est dire potentiellement, quasiment être en nécessité de doubler la capacité des écoles, des hôpitaux et autres. Si je suis votre raisonnement, ce serait ça l'urgence. Mais comment est-ce qu'on le finance? Comment est-ce qu'on est en mesure de générer les ressources de l'État pour pouvoir financer ces Ce centre a été créé avec l'accord des Turcs. Oui, c'est l'argent du Sénégal. C'est une priorité. C'est au travers d'un prêt, dans le cadre d'un prêt concessionnel avec les Turcs, que le Sénégal a pris l'option de financer ce centre-là. Mais comment est-ce que, c'est toujours le débat entre le social et l'économique, ou si je mets même l'éducation dans le social, comment est-ce que vous financez vos besoins essentiels au niveau de la population en générant des ressources? Comment est-ce que vous générez ces ressources en investissant aussi dans des infrastructures, en faisant en sorte que votre tourisme il soit suffisamment dynamique pour que ce qu'il génère permette de dégager des ressources pour investir ici ou là. Et en sachant que les chantiers sont aussi des chantiers qui se mènent de manière parallèle. Ce n'est pas l'un qui est prioritaire par rapport à l'autre. Pendant que ceci est en train de se faire, les financements et la provision de la deuxième université de Dakar sont bouclés. Pour que, justement, d'ailleurs, dans la zone qui est celle de Diamniadio, celle-ci puisse avoir lieu. L'université, comment ça s'appelle, les UVO, les universités virtuelles, sont en train d'être mises en place. Parce que, effectivement, chaque année, on a à peu près 100 000 bacheliers qui viennent au niveau du supérieur. Et donc, c'est des problèmes, effectivement, de fond. Mais construire, ça ne se décrète pas, encore plus dans le cadre de l'université. Il y a un maillage du territoire qui doit être refait. Au-delà de l'université, les débouchés de ceux qui étudient, c'est aussi important. On a plus de 70% des personnes qui sont dans le domaine des lettres, la réorientation dans le domaine scientifique, dans la formation professionnelle, dans la validation des acquis, c'est aussi des orientations qui sont en cours pour faire en sorte qu'on n'envoie pas simplement pour se dire que les gens ont étudié, pour les envoyer vers le massacre. Il faut les orienter vers quoi on a besoin par rapport à l'économie, qui sont souvent des filières scientifiques, des filières agronomes, des filières techniques, etc. Et donc, dans ces 2 voire 3 piliers qui doivent se mener de manière conjointe, la question sociale, comment est-ce qu'on résout les inégalités, c'est ce qui était la question sur les bourses ou la question sur la couverture maladie universelle, comment est-ce qu'on fait un système de protection sociale, la question économique, comment est-ce qu'on se donne des nouveaux moteurs de croissance, l'agriculture, le tourisme, les BTP, les services, etc. Et la question, effectivement, aussi des institutions, comment est-ce qu'on met en place une démocratie qui est une démocratie moderne. Les États-Unis, depuis la fin, depuis 2 siècles, n'ont eu des présidents qui ont eu des mandats que de 4 ans, 2 fois 4 ans. Mis à part Franklin Roosevelt, ils n'ont fait que 2 fois 4 ans. Et à l'époque, les États-Unis n'étaient pas forcément la puissance que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, il faut faire en sorte de vitaliser la démocratie. Est-ce que la mise en place du plan Sénégal émergent n'est pas en quelque sorte un déjà-vu de ce programme qui a été le mis aux côtés? Absolument pas. Au contraire, non seulement c'est une confirmation de la pertinence du programme, le candidat Macky Sall, je parle même sous votre contrôle, est l'un des rares candidats à avoir un programme structuré permettant de dire aux Sénégalais où ils voulaient aller, fondé sur 3 grandes lignes, la question de la justice sociale, la question de la productivité et la question de la gouvernance. En activité, comme vous l'avez indiqué, il faut faire en sorte de voir où est-ce que vos taux de croissance, où est-ce que l'amélioration de votre PIB, vous allez le trouver. Ce que le plan Sénégal émergent a apporté de plus au programme et en
restons sur les axes qui ont été définis par le président. C'est quels sont les projets et quelles sont les réformes que l'on doit absolument faire pour mettre en œuvre ces projets dans des temps permettant, dans l'horizon qui est celui qui est défini et qui n'a pas changé. Parce qu'on ne peut pas dire je suis là pour, même si les personnes sont là pour un mandat ou 2 mandats, le développement se conçoit en regardant loin devant soi et en menant des actions demain. Donc à l'horizon 2035, comment est-ce qu'on sort le Sénégal de la situation dans laquelle il est pour avoir un indice de développement humain qui soit beaucoup plus fort. Aujourd'hui il est inférieur à 0,5 et donc le Sénégal fait partie des pays avec les indices de développement humain les plus faibles. Comment est-ce qu'on va vers des indices de développement humain vers 0,6, 0,7 qui correspond aux pays moyennement développés, qui correspond à des PIB beaucoup plus importants. Et donc ce qu'il apporte, c'est quel type de projet on doit mettre en place pour faire en sorte justement de gagner ces points de croissance et pour que cette croissance elle soit inclusive, c'est qu'elle participe non seulement à la question sociale mais à la question économique. Et donc dans le plan Sénégal émergent, justement, il cible, il oriente des choses que le programme du candidat n'a pas pu faire. Comment est-ce qu'on fait du Sénégal notamment un hub logistique? Comment est-ce qu'on en fait un hub aérien? Comment est-ce qu'on développe l'opportunité qui est l'opportunité des mines au niveau de la Falémé, etc. Donc un certain nombre de projets intégrateurs qui, eux, ont pu être traduits en termes de points de croissance, en termes d'impact sur l'emploi et en termes de renforcement de l'économie. Et donc non seulement c'est imbriqué, mais c'était utile, nécessaire, et ça montre bien aussi que le pilotage, c'est pas un pilotage qui se fait à vue. On a une personne qui est venue avec une orientation, qui l'a poursuivie, qui l'a conforté, qui la renforce, et gouverner, comme on dit, c'est prévoir, en fonction des difficultés que vous pouvez avoir, ou en fonction des efforts que vous devez faire supplémentaires. C'est pas juste un tableau de bord sur pilotage automatique, vous renforcez vos moyens de mieux comprendre votre économie et de mieux comprendre le positionnement du Sénégal, même au niveau de la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours proche de l'appareil d'État? Parce qu'on a vu que par le passé vous étiez très proche de Mme Aminata Touré, qui était Premier ministre du Sénégal, qui a été démis de ses fonctions au profit de M. John. Est-ce que vous étiez vraiment son conseiller, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas quelqu'un de très proche? Maintenant qu'il est plus aux affaires, est-ce que vous êtes toujours impliqué dans l'appareil d'État sénégalais? Vous savez, la manière d'accompagner l'État, il se fait de plusieurs manières. J'ai été conseiller spécial, j'accompagne un projet, j'accompagne une vision, j'accompagne une ambition. Et cette ambition, elle peut se faire de 1000 manières. Au sein de l'État directement, à côté de l'État, j'accompagne par exemple la mise en place du fonds de garantie des investissements prioritaires, à d'autres moments où j'ai l'occasion d'apporter mes idées, mes réflexions. Donc oui, je pense être... Vous êtes toujours proche, utile. Malgré que votre, je dirais pas mentor, mais celui qui est la personne qui était vraiment votre point d'ancrage n'est plus là. Mon point d'ancrage a toujours été le président Macky Sall, et c'est le Sénégal.